Aujourd'hui, on va s'intéresser à un moment assez incroyable, un passage vraiment déroutant de l'évangile de Jean. C'est une histoire qui, même si on met de côté l'aspect religieux, recèle des leçons d'une modernité folle, sur la justice, le jugement et même la violence de groupe. Le décor est planté. Il faut imaginer la tension. On est en plein milieu d'une confrontation publique, le risque est maximal, la vie d'une femme est en jeu littéralement. Mais c'est bien plus que ça. C'est un piège redoutable qui vient d'être tendu et la réponse qui sera donnée va absolument tout changer. Alors, quel est le scénario? Une femme est surprise en flagrant délit d'adultère. Elle est traînée de force au milieu d'une foule. Ses accusateurs, eux, exigent sa mort, comme le demande la loi de Moïse. Mais en réalité, c'est surtout un test, un coup monté pour coincer Jésus en public. Ce à quoi on insiste là, c'est un mécanisme social vieux comme le monde, la violence rituelle. Toute une communauté qui se soude, qui fait bloc contre une seule personne, désignée comme la coupable parfaite. L'idée, c'est qu'en l'éliminant, le groupe va pouvoir retrouver son calme, son ordre, et c'est justement là que tout va basculer. Alors que tout le monde s'attend à un verdict, à une parole claire, eh bien, il ne se passe rien de ce qui était prévu. À la place, on a un geste complètement inattendu, presque absurde, et c'est ce geste qui va faire dérailler toute la mécanique. L'ambiance est électrique, vous imaginez. La foule est comme un seul homme, elle ne veut qu'une chose, du sang. Un jugement, tout de suite, et qu'il soit violent. La pression est énorme, et chaque seconde qui passe ne fait que l'augmenter. Et voilà la première rupture. Le silence. Au lieu de sauter sur l'occasion, de répondre du tac au tac, il se tait. Et ce silence, il est d'une puissance incroyable. Il vient casser le cycle automatique de l'accusation et de la réponse. Il crée un vide, là où tout le monde attendait une parole forte. Et puis vient ce geste, le geste au cœur de tout. Il s'accroupit et il se met à tracer des signes par terre, dans la poussière. Personne ne sait ce qu'il écrit. L'acte est tellement étrange que ça suspend tout. Le temps s'arrête, la mécanique du sacrifice est enrayée. Forcément, on se pose la question. Qu'est-ce que ça veut dire, ce geste? Ce n'est pas juste une pause, c'est une intervention. Et une intervention d'une finesse redoutable. Alors, sortons un peu du récit pour essayer de comprendre sa signification profonde. Alors quel est l'effet concret de ce geste ? On va voir qu'il réussit l'exploit de déconstruire la mentalité de la foule, de la démonter pièce par pièce et sous plusieurs angles vraiment fascinants. Pour bien piger ce qui se passe, il faut faire un petit détour par la théorie de l'anthropologue René Girard. Cette femme, elle était positionnée pour être le bouc émissaire parfait. En la chargeant de toute la faute, la communauté pouvait se nettoyer par la violence. Le geste de Jésus, en fait, vient gripper ce mécanisme. C'est seulement après son silence et son geste qu'il prononce cette phrase célèbre. Et ce qui est génial ici, c'est qu'il ne dit pas que la loi a tort. Pas du tout. Il révèle simplement que cette loi peut être utilisée de manière violente. Il ne dit pas « ne la punissez pas », il dit plutôt « avant de punir, regardez-vous vous-même ». Et regardez la conséquence immédiate, c'est magnifique. Sa parole force chaque personne dans la foule à passer du « nous » qui accuse au « je » qui s'interroge. Et l'unanimité, qui est le moteur de la violence de groupe, s'effondre. La foule n'existe plus, il ne reste qu'une somme d'individus, seuls face à leur conscience. La psychanalyste Françoise Dolto, elle, propose une autre lecture super intéressante. Pour elle, ce geste crée un temps mort, un espace symbolique. Et cet espace vient briser ce qu'elle appelle le surmoi collectif. En gros, c'est la voix écrasante et unanime de la foule. Et d'un coup, la femme n'est plus un objet qu'on juge, elle redevient une personne. La foule s'est dispersée. Il ne reste plus que 2 personnes. Et ce moment, c'est le début d'autre chose. On passe à une nouvelle forme de justice, une nouvelle éthique, qui ne repose plus sur le groupe, mais sur la rencontre, de personne à personne. Là, la pensée du philosophe Emmanuel Lévinas nous éclaire beaucoup. Pour lui, le visage de l'autre, nu, vulnérable, c'est un appel éthique absolu, qui vient avant n'importe quelle loi. Le visage exposé de cette femme est en lui-même un ordre fondamental. Tu ne commettras pas de meurtre. Voilà, le changement radical, il est là. On passe d'une justice qui tue, qui réduit une personne à sa faute passée, à une justice de la rencontre, qui dit que quelqu'un est toujours plus grand que son erreur et qui lui ouvre un avenir. Et cette parole finale, attention, ce n'est pas une condamnation déguisée, c'est une libération. Le mot « va », c'est une parole qui crée un futur, qui remet en route. Ça n'enferme pas la personne dans son passé, ça la projette vers l'avant. Bon, mais alors, pourquoi est-ce que cette vieille histoire nous parle autant aujourd'hui ? Tout simplement parce que sa dynamique, elle est incroyablement similaire à ce qu'on vit tous les jours dans notre monde numérique. Le parallèle est quand même assez dingue, non ? Les pierres, ce sont devenus nos clics. La place publique, c'est notre fil d'actualité sur les réseaux sociaux. Et la foule unanime,
Elle est souvent mise en scène par des algorithmes qui adorent amplifier la colère. Les mécanismes de la lapidation publique sont toujours là, ils ont juste changé de forme. Et c'est là que ce geste ancien devient un modèle de résistance hyper puissant. Il nous enseigne l'importance de la médiation, de la pause, de la réflexion, de cet espace qu'on doit réussir à glisser entre l'impulsion de juger et la réaction violente. Donc le point essentiel aujourd'hui, c'est celui-là. Dans notre monde où tout est immédiat, on est en train de perdre cet intervalle symbolique qui est vital pour réfléchir. Les lynchages numériques ont lieu avant même qu'on connaisse les faits. Cette histoire, elle nous alerte sur un vrai danger, la disparition de l'espace nécessaire pour penser, pour discuter. Et ça nous laisse avec cette question qui est pour tout le monde. Face à la vitesse de nos technologies, de nos émotions collectives, comment est-ce qu'on peut, chacun à notre niveau, recréer ce geste d'écrire dans la poussière? Comment réintroduire un peu de silence, un peu de réflexion avant de jeter la première pierre numérique?